Où en est-on en matière d'agrément MiCA? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Salomé Thiblo-Galas. Bonjour Salomé Thiblo-Galas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Alors, on suit régulièrement l'actualité du secteur ensemble. En début d'année, on constatait qu'il y avait peu d'acteurs encore français ou européens qui avaient un agrément MiCA dans sa nouvelle mouture, dans la mouture du texte qui avait été voté. On voit que les choses ont un petit peu évolué aujourd'hui. Vous allez nous raconter ça. Mais juste avant, est-ce qu'on peut rappeler effectivement ce qu'était MiCA et pourquoi effectivement il y avait besoin d'avoir ce nouvel agrément, Salomé Thiblo-Galas? Complètement. Donc MiCA, c'est Market in Crypto Assets, c'est le règlement européen sur les cryptoactifs qui est entré en vigueur au 1er janvier dernier et qui impose de nouvelles exigences renforcées à tous les acteurs crypto en Europe et qui sont très proches des exigences qu'on a pour les institutions financières traditionnelles et notamment sur la cybersécurité, sur des fonds propres et sur la ségrégation des fonds des clients. Et alors, MiCA est entré en vigueur début 2025. Et là, l'idée, c'est d'avoir un agrément européen. Exactement, ce que ça change, c'est avant tout que ça permet aux acteurs de continuer d'opérer, puisque ceux qui n'arriveront pas à se mettre en conformité ne pourront plus proposer leurs services. D'accord. Et c'est une harmonisation européenne avec la possibilité de passeporter, c'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui qui obtiennent cet agrément dans un des pays de l'Union européenne peuvent ensuite les proposer dans tous les pays. Combien d'agréments délivrés à ce jour? Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs disparités entre les pays européens en fonction de l'interprétation des différents régulateurs. On a 46 agréments qui ont D'accord. été délivrés à ce jour. On a les Pays-Bas qui sont en tête avec 15 licences délivrées. Peut-être aussi parce qu'il y a plus de pression sur le timing pour le régulateur, parce qu'il y a différents délais en fonction des pays pour que les acteurs aient le temps de se mettre en conformité. C'était 6 mois aux Pays-Bas, c'est 1 an et demi en France, par exemple. Donc aux Pays-Bas, ils avaient seulement jusqu'à la semaine dernière. En Allemagne, ensuite, on a 12 licences qui ont été attribuées, notamment à Commerzbank, à Trade Republic. On a Malte qui arrive ensuite avec 5 licences et la France et le Luxembourg au coude à coude avec 4 licences en France. C'est amusant parce qu'on voit d'ailleurs que dans les acteurs que vous avez cités, on n'est pas forcément que sur des plateformes crypto, mais aussi sur des acteurs traditionnels qui vont chercher quand même l'agrément. Et on voit que les Pays-Bas sont en avance, alors qu'on disait que MiCA était quand même assez calqué sur la réglementation française. Finalement, d'autres pays européens, peut-être pour d'autres enjeux, sont allés un petit peu plus vite. En France, on a combien d'acteurs à ce jour? En France, l'AMF a mis peut-être un peu plus de temps aussi parce qu'on avait 1 an et demi pour se mettre en conformité. Donc, le temps que les dernières directives soient également données. On a 4 acteurs qui sont agréés MiCA aujourd'hui. 3 acteurs crypto-natifs. C'était d'abord D-Block qui a été suivi par Going et Bitstack. Et D'accord. la semaine dernière, peut-être un peu plus marquant, on a KCIS qui est la première banque française à avoir obtenu la licence pour de la conservation, pour du passage d'ordre d'achat-vente de crypto-actifs. Et ce qui s'inscrit aussi dans cette tendance dont on discutait déjà la dernière fois, des banques qui ont changé de mentalité et qui petit à petit sont en train de travailler, de s'intéresser au fait de proposer des services en crypto-actifs. Bah oui, on peut peut-être s'arrêter une seconde dessus, parce qu'il y a effectivement des acteurs crypto dont la survie dépend de l'agrément, puisqu'ils ne pourront pas continuer s'ils n'ont pas l'agrément. Et on voit quand même que très vite arrivent les banques, même en Europe ou en France, sur le sujet de l'obtention de l'agrément. Ça change un petit peu la manière dont on peut appréhender le secteur aujourd'hui, Salomé Thiblo-Galas. Complètement, il y a peut-être deux choses à dire. En effet, le premier point, c'est que pour les acteurs cryptonatifs qui sont plus petits, ça peut être plus compliqué de se mettre en conformité que des acteurs déjà régulés comme les banques. Et donc, va certainement y avoir un effet de consolidation du marché. Donc, à terme, peut-être que tous ne vont pas survivre à MiCA et qu'on aura des acteurs moins nombreux mais plus importants. Et l'autre point, c'est que si on considère que les banques sont en train d'y aller, se pose la question de comment elles vont y aller. Est-ce qu'elles vont construire elles-mêmes leurs services? Et c'est ce que sont en train de faire certaines banques. On voit Société Générale avec Forge ou Bien sûr. BPCE avec Exarch. Ou est-ce qu'elles vont aller racheter des acteurs qui ont des infrastructures déjà existantes ou qui seront déjà agréés MiCA? Autre sujet que l'on évoque ce matin avec vous, Salomé Thiblo-Galas, c'est le trading d'actions tokenisées. On a de plus en plus de plateformes qui proposent du trading d'actions tokenisées. De quoi est-ce qu'on parle là, Salomé Thiblo-Galas? Eh bien, on a beaucoup parlé de tokenisation la dernière fois. Donc, tokeniser des actions, c'est assez simple. C'est l'idée de représenter n'importe quelle action. Donc, ça peut être du Google, du Nvidia, du Apple, sur la blockchain. Et donc, de leur attribuer toutes les caractéristiques des cryptoactifs. Donc, on va les rendre plus liquides, plus programmables et surtout échangeables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et avec moins d'intermédiaires.
Et alors, donc du coup, on a plusieurs plateformes qui proposent ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les citer? Quelle est la stratégie à l'heure actuelle? On a eu des grosses annonces là-dessus ces dernières semaines, notamment pendant la SEC, qui est la conférence annuelle sur Ethereum qui avait lieu la semaine dernière, avec Robinhood qui a annoncé lancer plus de 200 actions tokenisées en Europe. Ils ont D'accord. l'objectif d'en avoir des milliers d'ici la fin de l'année. Et on avait d'autres acteurs qui avaient déjà emboîté le pas, puisque Kraken, Bybit, Gemini ont aussi fait des annonces. On a même Coinbase qui travaille sur le sujet. Donc essentiellement des plateformes américaines, si je comprends bien, ou on a aussi potentiellement en France des sujets comme cela? Beaucoup de géants américains, mais pas que, puisqu'en France, on a aussi un acteur qui s'appelle Lease, qui proposera dès l'automne des actions tokenisées de TPE PMI. Si on rentre un petit peu dans le détail, ça veut dire quoi proposer un trading d'actions tokenisées? Il y a le vendre aux clients, effectivement, et puis il y a la stratégie derrière qu'on peut mettre en place. Comment on fait aujourd'hui pour proposer du trading d'actions tokenisées? Il y a deux stratégies principalement aujourd'hui qui sont utilisées. La première, c'est de le faire via des acteurs spécialisés, par exemple Gemini, qui le fait avec Dinari, qui est le premier courtier américain à avoir obtenu la licence ces dernières semaines pour pouvoir proposer en marque blanche une solution de tokenisation d'actions. Une licence auprès quoi, de la SEC ou Oui, exactement, D'accord. auprès du régulateur américain. Et on a une deuxième stratégie qui est de le construire nativement sur blockchain publique. C'est ce que fait Kraken avec Solana. C'est ce que fait également Robinhood, pas encore, mais qui est en train de travailler sur la Robinhood Chain sur D'accord. Arbitrum. Donc ils créent leur propre blockchain Exactement. pour proposer des actions tokenisées. Oui, exactement. Et alors, qu'est-ce que ça change dans l'approche qu'on peut avoir sur le trading d'actions de manière générale, cette approche tokenisée proposée par ces plateformes? C'est un changement qui est assez fondamental et qui, là aussi, s'inscrit dans la tendance dont on discute depuis un moment, mais de la finance traditionnelle qui, petit à petit, est en train d'être optimisée en se répliquant sur des infrastructures blockchain, avec notamment trois innovations de rupture majeures. La première, et on l'a dit, c'est le fait d'accéder à ces actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, D'accord. et à de nouveaux actifs. Donc de pouvoir trader n'importe quand, et non pas Exactement. simplement quand les marchés sont ouverts, selon les horaires d'ouverture des marchés. Complètement, et quand on considère que Wall Street est fermé 80% du temps, c'est une optimisation assez majeure de pouvoir trader ses actifs n'importe quand. Et c'est aussi le fait d'accéder à de nouveaux actifs, par exemple les ETF américains, qui n'étaient pas disponibles en Europe avant. Donc ça, c'est effectivement donc l'accessibilité. Est-ce que ça permet aussi d'aborder différemment les acteurs avec qui on va potentiellement faire du trading en bourse demain? Oui, la deuxième grosse rupture, c'est qu'on a une vraie libération de l'investisseur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir reprendre la main sur son portefeuille. Demain, il sera plus dépendant d'un courtier pour pouvoir passer les ordres, donc ça veut dire moins de friction, moins de perte d'informations potentielles, moins de délais. Bien sûr. Et aussi, on dit demain parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Par exemple, Robinhood travaille plus en écosystème fermé, mais l'idée à terme, et c'est aussi l'intérêt de développer leur propre blockchain, c'est que les utilisateurs puissent récupérer ces actions tokenisées sur leur propre portefeuille, en MetaMask par exemple, et les détenir avec leurs autres cryptoactifs. Et ça amène la troisième innovation majeure, c'est l'interopérabilité. À partir du moment où, en tant qu'investisseur, je possède mes actions tokenisées, je vais pouvoir les utiliser dans d'autres services de la finance décentralisée. Donc, par exemple, les déposer en collatéral pour pouvoir emprunter un autre actif ou les prêter pour pouvoir générer un rendement ou d'autres services de la DeFi. À suivre donc de près quand on s'intéresse aux cryptos, quand on s'intéresse maintenant tout simplement aux actions traditionnelles. Merci beaucoup Salomé Tiblou-Galas de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.